Alors, nous sommes avec, merci déjà d'être si nombreux, nous sommes avec Louis Dreyfus, président du directoire du groupe Le Monde, bonjour. Bonjour. Marc Feuillet, directeur général du Figaro, bonjour. Swazik Boujou, directrice générale du groupe Centre France La Montagne, bonjour à vous. Bonjour à tous. Nathalie Sonac, professeure en sciences de l'information et de la communication à l'université Paris-Panthéon-Assas, présidente du comité d'éthique pour les données d'éducation, bonjour. Bonjour. Et Pierre Louette, président directeur général du groupe Les Échos, Le Parisien, bonjour. Bonjour. L'intitulé de cette table ronde, c'est donc Presse quotidienne, quel modèle économique pour une information de qualité? Et avant de commencer les échanges, en préambule, une petite présentation par Jean-Paul Dietsch, je prononce bien votre nom, directeur général adjoint de l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias. Ça tombe bien, avec vous, on va voir l'évolution de la presse quotidienne en diffusion et en audience. Absolument. Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors je suis ravi d'introduire cette table ronde qui s'annonce riche parce que vous avez là les gens qui font les médias d'aujourd'hui mais aussi de demain parce qu'on va parler un petit peu forcément de transformation et de digital. J'en profite pour remercier justement le groupe Les Échos, Le Parisien et Radio France de nous donner cette opportunité de présenter la CPM mais surtout de présenter les chiffres de la presse quotidienne nationale pour donner un petit peu de contexte. Alors, la CPM, de son poste un petit peu d'observateur privilégié du monde des médias, elle témoigne en fait des évolutions permanentes que traversent les médias depuis des décennies maintenant, puisque on parle de digital depuis plus de 20 ans dorénavant, mais même avant cela, c'était beaucoup d'autres transformations qui ont accompagné ce média et que l'on a de cesse à la CPM, qui est l'organisme de contrôle à la base de la diffusion de la presse, mais aussi de beaucoup d'autres médias, d'aller fournir justement la valeur aux supports digitaux, aux supports traditionnels et à l'ensemble des médias. Alors, la CPM, justement, accompagne les éditeurs, les régies à se valoriser, à valoriser leurs innovations auprès, justement, du marché publicitaire, des agences médias et des annonceurs. Depuis justement l'OJD qui était le contrôle de la diffusion de la presse dans les années 20, il y a eu beaucoup de chemin fait puisque dorénavant c'est la certification et l'accompagnement justement des éditeurs sur les mesures des versions numériques, des sites internet, des applications mobiles, des applications tablettes, du streaming, des podcasts et aujourd'hui de tous les supports qui sont mis à disposition des Français pour suivre leur marque de presse et leur marque média préférée. Alors, pour vous donner un peu de contexte cette fois-ci sur la presse quotidienne, c'est un peu plus d'une soixantaine de titres qui sont aujourd'hui contrôlés, certifiés, dont la diffusion est connue par le marché. C'est une petite dizaine au niveau de la presse quotidienne nationale et tout le reste, effectivement, étant réparti sur des zones géographiques dites locales ou régionales. C'est à elle seule, donc la presse quotidienne, 8 millions d'exemplaires vendus chaque jour, en tout cas à chaque parution. Et ça représente 50% de la diffusion de la presse au global. Et la diffusion de la presse, c'est 3 milliards d'exemplaires par an. Voilà, pour vous donner un petit peu de contexte. Les deux transformations majeures, justement, qu'ont connues, en tout cas les médias et la presse, c'est le digital et la diversification. Et en fait, ces deux transformations sont forcément liées, puisque la digitalisation de la presse a permis justement d'offrir des nouveaux supports, des nouveaux canaux, des nouveaux formats d'accès à l'information, d'accès au contenu qui nous intéresse, le contenu que l'on recherche dans une marque média. C'est, pour la presse quotidienne, 47 millions de lecteurs par mois qu'ils se connectent sur un des supports mis à disposition par ces marques de presse tous les mois. C'est-à-dire que c'est la très grande majorité des Français, la très très large majorité des Français, qui se connectent via un terminal digital connecté, mais aussi via les médias traditionnels, à un contenu créé, produit par une marque de presse quotidienne nationale ou régionale. C'est également
cette puissance phénoménale, puisqu'on parle de puissance à 47 millions, cette puissance phénoménale vient de sa capacité à créer du contenu quotidien. Ça, c'est vrai sur les titres de presse, les journaux, c'est quotidien et c'est tous les jours, et c'est leur capacité à venir justement vous fournir cette information chez vous par le biais de portage, de postage, de kiosques le matin, mais aussi de numérique et des versions numériques auxquelles vous pouvez accéder via votre smartphone, via vos ordinateurs et via vos terminaux connectés. C'est également la presse, et ça il ne faut pas l'oublier, j'ai entendu le monsieur qui a fait le chauffeur de salle, c'est pas que le papier, c'est 15 milliards de visites par an sur les supports digitaux tels que les sites internet, les applications mobiles, les applications tablettes. 15 milliards de visites. C'est aujourd'hui réparti justement selon les deux familles à peu près égales entre la presse quotidienne nationale et la presse quotidienne régionale. Cette capacité justement aujourd'hui d'avoir des supports digitaux, c'est de traiter, en plus du quotidien, c'est de traiter l'information en temps réel. Et ça, c'est toute la force de la presse, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est 47 millions à suivre au moins une marque de presse quotidienne. Je vais finir sur un petit focus sur la presse quotidienne nationale, qui est certainement la famille, ou en tout cas la typologie de presse quotidienne qui a commencé sa mue le plus tôt, et sa digitalisation. C'est aujourd'hui une presse qui est vendue en majorité sur le numérique, avec des versions numériques de son journal. C'est un peu plus de 65% aujourd'hui. C'est en revanche la famille qui est en progression en nombre d'exemplaires vendus grâce à une croissance de ses abonnés, de nous sommes abonnés à au moins une marque de presse et nous recevons son contenu via nos terminaux mobiles, mais je pense que les intervenants vont justement en parler. C'est plus 17 millions de lecteurs en l'espace de 10 ans. Et ça, on ne le dit pas assez. On a souvent des chiffres un peu pessimistes sur la presse, mais en fait, la presse, justement, avec un grand P, sur l'ensemble de ses supports, c'est plus 17 millions de lecteurs par mois, grâce justement à tous ces terminaux digitaux. Voilà, je vais juste conclure. Effectivement, quand on parle de puissance, quand on parle de couverture, il y a des grosses plateformes internationales, il y a des moteurs de recherche aussi qui sont des carrefours d'audience, ont des puissances très fortes. Aujourd'hui, les chiffres que l'on fournit et ce qu'ils ne donnent pas comme éclairage, c'est la notion d'engagement à une marque de presse. C'est l'attention qu'on y porte, c'est le rapport que les Français, que vous avez avec une marque de presse, et quel que soit le moyen d'y accéder. Et ça, je crois que c'est un challenge justement pour nous tous dans les prochaines années à venir. Merci beaucoup Jean-Paul Dietsch, directeur général adjoint de l'ACPM, pour cette introduction. On va évidemment beaucoup parler de transformation numérique au cours de ces échanges. Mais tout d'abord, un petit mot sur le papier, puisque vous le savez, on le sait tous, on est en période de forte inflation, plus de 6% selon les derniers chiffres publiés par l'INSEE. Et cette inflation, elle concerne évidemment également le papier. J'ai lu, alors peut-être que vous allez me dire que ce ne sont pas les bons chiffres, mais que la tonne de papier s'achetait 503 € en juillet 2021, jusqu'à 800 € la tonne aujourd'hui. Peut-être Soisig Bouju pour commencer, groupe Centre France La Montagne. Comment est-ce qu'on fait face à ce surcoût, à ce coût du papier qui augmente? Est-ce qu'on augmente le prix? Est-ce qu'on absorbe ce surcoût? Comment faites-vous? Merci pour ce sujet délicieusement introductif, certes, et d'actualité. J'espère qu'on aura le temps de revenir pour vous raconter une autre histoire. Il y a des tas de belles histoires quand même dans la presse, qu'elles soient nationales ou régionales. C'est un petit peu plus que ce que vous avez dit. En tout cas, voilà, on est à plus de 1000 aujourd'hui. Donc on a pris 100% d'évolution du prix à la tonne de papier depuis un petit peu plus d'un an. Voilà, donc évidemment, on cherche tous des réponses. Elles sont, quoi qu'il arrive actuellement, insatisfaisantes, puisque ça ne suffit pas à compenser, évidemment. Il y a le coût du papier, il y a également le coût de l'énergie.
Donc on subit dans un modèle qui est en pleine transformation, en pleine mutation, ça a été dit depuis des années, on subit des coûts supplémentaires qui sont évidemment très lourds. Donc certains, on a tous trouvé des solutions, alors selon l'historique d'évolution des prix des journaux en kiosque et en abonnement. Ce qui concerne le groupe Centre France La Montagne, qui donc produit des journaux et offre des journaux au quotidien sur 1/5 du territoire de France. Il y a 8 quotidiens dans le groupe que je dirige et une dizaine d'hebdomadaires et puis une vingtaine de magazines sur des différents sujets tout au long de l'année. Donc les quotidiens en tant que tels n'avaient pas été augmentés depuis quasiment 10 ans. Donc on a augmenté le prix du journal au quotidien. C'est toujours une décision qui est extrêmement difficile à faire. Là, elle était incontournable. Je n'irai pas plus loin parce que je vais laisser mes confrères et consoeurs peut-être en parler en détail pour ce qui les concerne. Mais inévitablement, ça vient abîmer encore. Il faut faire preuve de beaucoup de pédagogie pour expliquer en fait aux lecteurs, les abonnés les premiers, mais également auprès des diffuseurs, pourquoi c'est important de continuer à tenter de trouver l'équilibre dans franchement ce coup de poing qu'on a pris de massue, je dirais, depuis plus d'1 an, qui est catastrophique. Industriellement, c'est vraiment une catastrophe qui est en train d'arriver au monde de la presse, en particulier quotidienne, mais magazine également. Bien sûr. Louis Dreyfus, peut-être pour compléter, comment est-ce qu'on fait face à ce surcoût? Alors évidemment, il y a l'augmentation du prix qui est inévitable parfois. Est-ce qu'on réduit également la pagination? Est-ce qu'on revoit également les suppléments? Comment fait-on? Non, on ne réduit pas la pagination, en tout cas pas dans le groupe. On considère que c'est la promesse éditoriale qui fait la force du groupe. Donc on essaie plutôt d'accélérer la transformation numérique. On a la chance au monde d'avoir un portefeuille d'abonnés numériques qui est particulièrement important, puisqu'on a aujourd'hui 470 000 abonnés numériques. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si le papier s'arrêtait, avec les revenus de l'abonnement numérique, qui sont en 2022 de 54 millions d'euros pour le monde, je peux financer l'entièreté de la rédaction du Monde. Donc on a réussi ça. En revanche, on considère que le papier doit continuer à exister parce qu'il touche un autre public, qui touche un public d'acheteurs réguliers, plutôt de plus de 45 ans, et puis d'acheteurs irréguliers quand il y a une actualité. Et ça, aujourd'hui, comme le disait Sozik Bouju, cette exploitation-là, elle devient quasiment impossible tant les prix sont importants. Pour le groupe Le Monde, 100% de notre résultat 2021, on avait un résultat net de 10 millions d'euros, 100% va être consommé par l'augmentation du prix du papier. Et là, donc, on va chercher à avoir des réponses, et c'est peut-être à ce moment-là que les pouvoirs publics, s'ils s'intéressent à la presse, s'ils s'intéressent à la diversité de la presse et à l'ensemble des acteurs, alors doivent intervenir et offrir des solutions, parce que c'est une solution. On a besoin d'une intervention conjoncturelle, mais qui est importante. Des acteurs, je ne parle pas du groupe, mais des petits acteurs, risquent de disparaître. Les acteurs sont obligés de baisser leur pagination, baisser les effectifs, et là, on rentre dans une spirale qui est très dangereuse pour l'économie du secteur. C'est intéressant ce que vous venez de dire, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, on voit qu'aujourd'hui, vous pouvez vous passer, en tout cas pour le groupe Le Monde, enfin, que maintenant vous assurez une partie de vos revenus suffisamment importante par le numérique, mais ce que vous venez de dire, c'est qu'il faut que le papier continue à exister. Donc, c'est-à-dire que d'un côté, il faut continuer à sortir des numéros papier, dans les kiosques notamment, et de l'autre, il faut accélérer, Marc Feuillet, la transformation digitale, numérique des groupes de presse. Oui, alors elle existe depuis longtemps quand même. On est en 2022, donc ça fait maintenant plus de 10 ans que nos médias se transforment. Alors dans beaucoup de directions, on a parlé de la digitalisation de la diffusion et des revenus lecteurs avec les abonnements numériques. Et puis aussi, il y a la diversité des activités autour des marques. Et ça pèse beaucoup aussi dans l'exploitation des journaux. Sous des formes magazines, les formes digitales, on l'a vu, les événements. Par exemple, ici, il y a un événement qui est co-organisé par un journal et toutes sortes d'activités aussi d'e-commerce. Donc, je dirais la transformation du modèle économique, elle est en œuvre depuis très longtemps. Mais je voudrais recentrer par rapport à un point qui est l'ordre du jour. C'est à la base, c'est le financement de l'information. L'information de qualité, c'est extrêmement coûteux. Et ce qui arrive aux journaux sur leur partie imprimée, la fragilisation de leur modèle, c'est la fragilisation du financement d'une information de qualité. Il y a une proportion entre la qualité de l'information, l'expertise, sa variété, son pluralisme, et les moyens qu'on y met.
C'est pas dans une chambre, en étant isolé, qu'on produit de l'information. Il faut de l'expertise. Les Américains disent souvent cette expression que je répète toujours, journalisme professionnel. C'est une expertise, c'est des moyens. Les grandes rédactions auxquelles on pense dans le monde, comme des rédactions de qualité, sont les rédactions les plus importantes. La BBC en Angleterre, le New York Times aux États-Unis, 2000 journalistes. Donc évidemment, c'est le défi des moyens. Et pour financer cette information de qualité, il faut effectivement la transformation des modèles. Et on a vu que, à travers les statistiques, que c'est pas de l'absence de lecteurs que la presse vacillera ou sera en difficulté. C'est évidemment par l'aspect réglementaire, le modèle économique, les coûts industriels, je dirais aussi la prédation des plateformes américaines qui quand même pèsent sur notre économie aussi, que se situe la menace. Donc c'est un sujet très important et donc très intéressant que vous abordez aujourd'hui. Est-ce que dans le cadre de cette transformation numérique, est-ce qu'il ne faut pas, Pierre Louette, beaucoup plus d'abonnés numériques pour compenser la perte du lectorat papier? Oui, en général, on dit que l'abonné numérique rapporte 2 fois moins que l'abonné papier, ou 2 fois et demi, ça dépend des titres, évidemment. On est tous engagés dans la même transformation depuis quelques années. Moi, je voulais revenir un instant en arrière, puisque c'est la première occasion qui m'en est donnée. C'est la 5e édition de ce festival. Il y a 5 ans, qu'on a créé avec France Info, groupe Radio France, Les Échos, Le Parisien. Il y a 5 ans, on n'était pas tout à fait dans la même situation. Il y a 5 ans, et j'entendais récemment le physicien Étienne Klein citer cette blague qu'il attribuait aux Albanais. Je ne sais pas du tout les pauvres Albanais s'ils l'ont mérité, mais il disait, il y a une proverbe albanais traditionnel qui est de dire « Notre passé est épouvantable, notre présent est horrible, la seule bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas d'avenir. » C'est gai. J'espère que ce n'est pas vrai. Mais en tout cas, dans la presse, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, ce n'est plus vrai. Mais il y a quelques années, on se serait retrouvé pour dire c'est une horreur. Et on pourrait, avec Marc, avec Soisic, avec Louis, avec l'ensemble des collègues, dire effectivement, en 10 ans, on a perdu la moitié de nos revenus publicitaires. Et c'est pas rien. Quelle industrie a fait face à une diminution aussi forte? Mais en 10 ans... Certains ont multiplié par 20 leurs abonnés numériques. Aux Parisiens, là, on vient de faire x12 en 4 ans, parce qu'on partait aussi d'un peu plus bas, on partait un peu en retard. Mais... Donc cette transformation, elle est engagée, l'épée dans les reins, avec un modèle, je crois, extrêmement clair, qui est être très fort sur ses fondamentaux, donc la qualité des rédactions. Il y a eu des embauches au Monde, il y a eu des embauches aux Échos, il y a des embauches dans la plupart des rédactions. On n'a pas réduit le nombre de journalistes parce que c'est le produit que l'on produit. Et donc tout procède de là. Et puis une couche très forte de tech, en fait, de gens. Moi j'étais chez Orange avant et c'était évidemment une chose qu'on voyait au premier plan, de gens dont le métier est de savoir à quel public on s'adresse, comment on les conquiert et comment on les garde. Et c'est là qu'on crée de la valeur. Mais au fond, on a élevé notre niveau de jeu parce que le niveau des problèmes qu'on avait était particulièrement dingue. On vient de le voir aussi à l'instant, il y a des problèmes structurels de transformation des usages, de transformation de la chaîne de valeur, problème de perte de revenus publicitaires. Et quand on a commencé à en surmonter une partie, on a un problème de papier. Donc on a quand même une richesse et une diversité dans la catégorie des problèmes qui est assez considérable dans le monde des médias. Alors il y a des réponses qui sont celles qu'on a indiquées, et puis il y a aussi une réponse qu'on a beaucoup développée dans le groupe Les Échos Parisiens depuis quelques années maintenant, qui est la diversification. Et donc on fait des festivals comme celui-là, comme Vivatech qu'on fait avec Publicis, comme 80 événements dates par an. On a acheté des sociétés qui viennent compléter nos revenus. Maintenant le Parisien, on l'a annoncé hier, rentre dans la production d'images, 52 minutes, 26 minutes, avec une création de catalogue. On a doublé la taille de notre pôle art, doublé la taille du pôle finance. Enfin, on investit dans nos forces, on n'investit pas dans une diversification là où on n'était pas du tout présent, mais on renforce nos points forts. Et ça permet de financer, au fond, l'essentiel du show, et donc de financer cette production d'informations de qualité. On va continuer à développer, effectivement, la recherche d'autres sources de financement pour financer cette information de qualité. Mais avant cela, Nathalie Sonac, peut-être un petit point avec vous, justement, sur l'importance de maintenir cette information de qualité, puisqu'on voit que là où elle disparaît, ou en tout cas où elle diminue, il y a un problème démocratique qui se pose.
Oui, alors effectivement, beaucoup de choses ont été dites et je crois effectivement l'essentiel, hein, finalement, derrière cette production d'informations de qualité, on voit qu'on a besoin de moyens. On a besoin de moyens humains en qualité de journaliste. Donc l'information coûte extrêmement cher, l'information de qualité coûte extrêmement cher à produire. Vous le disiez tout à l'heure, Marc Feuillet, ce ne sont pas nous, dans notre chambre, parce que j'ai un iPhone dans la poche hein, et que je suis capable de poster, que je deviens une journaliste. Donc non, il y a un cadre, il y a une déontologie, il y a un traitement, il y a une recherche d'information, ça coûte extrêmement cher. Et ça a souvent été un mot qui n'allait pas avec la production, que ce soit de l'information ou du contenu. On n'aimait pas parler d'argent. Aujourd'hui, quand j'entends aujourd'hui effectivement mes consoeurs qui sont ici, et confrères disent bien ce dont on a besoin, c'est d'argent. Donc l'argent à la fois pour payer cette information de qualité, et puis l'argent qu'il faut investir dans de la recherche, dans la data. Aujourd'hui, la transformation numérique conduit à ce qu'il y ait beaucoup d'investissements. Donc il y a une assise de groupe qui est nécessaire. Donc à la fois il y a la question d'industrialisation de ce secteur qui est en marche depuis effectivement très longtemps, mais ce dont elle a toujours besoin, et se pose des questions plus complexes, hein, comme pour des groupes plus indépendants, plus petits, non pas que les grands groupes ne soient pas indépendants, mais pour des groupes de plus petite taille, et c'est là certainement ce que Louis Dreyfus voulait dire, en tout cas c'est comme ça que je l'ai entendu, dans l'importance de l'intervention de l'État, c'est-à-dire que la présence aussi, que naît un acteur qui soit fort, qui puisse encadrer et assurer cette diversité, et toujours assurer cette information de qualité. Alors peut-être pourquoi ? Parce que tout simplement on est quand même dans un contexte qui est celui d'un contexte qui est extrêmement concurrentiel, avec l'arrivée aujourd'hui de nouveaux acteurs qui sont extrêmement puissants, à la fois économiquement parlant, mais aussi qui sont puissants financièrement parlant. Donc 71% des 25-35 ans, 21-35 ans, pardon, s'informent par le biais des réseaux sociaux. C'est 68% des Américains qui s'informent d'abord, donc là, pas simplement les plus jeunes, 68% de la population américaine qui s'informe d'abord via les réseaux sociaux. Alors après, derrière les réseaux sociaux, j'ai la possibilité, moi, en Twitter, à pouvoir lire Le Monde, à pouvoir lire Les Échos, à pouvoir lire Le Figaro. Donc il faut faire attention derrière ces chiffres-là, bien comprendre. Mais néanmoins, il y a ce que l'on constate, c'est qu'on a Internet permet une force formidable d'accéder à une information, quelle que soit cette information, dans les mêmes conditions. Donc il y a un mélange. Il y a une vingtaine d'années, on était encore dans l'époque habermasienne, si j'ose dire, où vous aviez les journalistes, les politiques et les experts qui avaient cette information-là, pouvaient la traiter, en discuter, et puis la diffuser auprès du plus grand nombre. Cette époque est révolue. On est dans un espace public aujourd'hui qui est numérique, et finalement on se retrouve tous avec cette possibilité, comme un journaliste, comme un expert, comme un politicien, et bien de aussi produire de l'information, produire du contenu. Alors qu'est-ce qu'on entend par l'information ? Mais en tout cas, côté réception, on se retrouve dans les mêmes conditions finalement pour consommer une information qui peut être malheureusement une information qui ne soit pas de bonne qualité. Donc il faut trier cette information-là. Dans ce contexte archi-concurrentiel, eh bien, la taille des groupes, l'investissement, le paiement de journalistes, la rémunération de ces journalistes est indispensable pour justement garantir cette présence d'informations de qualité, hein, parce que c'est comme la monnaie, hein, la mauvaise monnaie chasse la bonne, et c'est le risque dans un contexte informationnel qui est extrêmement dilué parce que très concurrentiel. Donc la force et en tout cas la puissance de ces groupes, et en même temps l'impériosité, la nécessité qu'il y ait un État derrière, c'est qu'il y ait un encadrement évidemment de cette circulation d'informations et de la garantie surtout qu'une information de qualité, et qu'elle soit aussi diverse et plurielle, puisse être accessible au plus grand nombre. Et ce qu'on observe aux États-Unis, peut-être je terminerai sur ce point, c'est que vous avez un canton sur deux dans lesquels il n'y a plus, par exemple, de presse locale. Et là, je reviens à la question que vous me posiez. Finalement, l'incidence que ça peut avoir, eh bien, c'est que malheureusement, lorsqu'il n'y a plus de presse locale, ce que l'on observe tant aux États-Unis, mais aussi en Europe, hein, en Allemagne, en Italie, en Espagne et donc en France, où l'arrivée en fait de ce nouveau média qui a maintenant plus d'une trentaine d'années, eh bien emmène et embarque avec lui beaucoup de médias traditionnels, et les premiers, les médias locaux. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que derrière, les gens ont moins de connaissances politiques et vont moins voter. Donc je tourne la boucle contraire en disant, eh bien, quand on n'a plus accès à de l'information de qualité par le plus grand nombre, il y a un grand risque de ne plus aller voter, et donc un vacillement, cette fois-ci non pas du modèle économique, mais de notre démocratie. Soisic Bouju, directrice générale du groupe Centre France La Montagne, vous le voyez, vous, ce risque justement
perte de la démocratie? Les gens vont plus voter quand la presse locale n'est plus là? Alors, on le voit, ça, comme tout le monde, mais surtout, on le vit. C'est des battements de cœur au quotidien sur nos territoires. Et j'allais ajouter, donc Nathalie Sonac l'a dit pour moi, d'abord la première chose, c'est qu'on parle beaucoup de digitalisation et d'accélération. On est tous dans ces modèles-là, effectivement, et c'est indispensable. Néanmoins, on est ici dans une belle place parisienne. Il y a quand même un énorme territoire en France, sur lequel d'abord il y a encore une majorité de lecteurs qui lisent le papier. Donc pour eux, c'est extrêmement important. Et ils lisent leur journal papier apporté tous les jours dans leur boîte aux lettres. Ça, c'est encore un modèle qui est extrêmement résilient dans bon nombre de groupes de presse quotidienne ou hebdomadaire régionale en France. Donc la presse locale, en effet, elle a encore un poids considérable. Pour ce qui concerne le groupe Centre France, on est encore aujourd'hui sur 10 € que le groupe gagne, et il y en a 7 qui provient du journal quotidien qui est vendu partout sur le territoire, que ce soit sur les kiosques ou via l'abonnement. Et quand c'est via l'abonnement, il y a ce qu'on appelle la fameuse distribution du dernier kilomètre, c'est-à-dire qu'on a tous vécu partout sur nos territoires en France, des grands-parents, des oncles et tantes, etc., qui reçoivent le journal, qu'on appelle partout, quand on dit en France on va acheter le journal, peu importe quelque part même la marque, on sait qu'on achète le journal local. Et ça, c'est vraiment une identité, un lien et une fidélité, j'allais dire, très forte de la part des Français. Ça ne nous empêche pas de se digitaliser depuis, mais en tout cas, 7 € qui provient aujourd'hui du chiffre d'affaires de nos groupes de presse en France provient de cette presse papier. Donc il ne faut vraiment pas l'oublier, et a fortiori, ce qui est le cas pour le groupe dont je m'occupe et dont le siège est à Clermont-Ferrand, parce qu'on a une grande partie du territoire encore en France qui ont des zones blanches. Donc moi, je veux bien qu'on parle effectivement de digitalisation et de capacité. Donc, elles sont encore des zones blanches ou elles sont devenues des zones blanches? Elles sont encore des zones blanches. C'est-à-dire qu'il y a une grande partie, dans le groupe Centre France La Montagne, il n'y a aucun TGV qui s'arrête et il n'y a pas de ville de plus de 250 000 habitants. C'est 1/5 du territoire en France. Donc si vous voulez continuer de servir en effet une démocratie, un pluralisme et une information de qualité, il faut bien continuer d'aider ces industries et ces entreprises de presse à continuer de vivre. Et je ne parle même pas que de la mienne, parce qu'à nos côtés, il y a aussi, dans le cadre de ce pluralisme-là, il y a des acteurs de la vie de la presse locale qui sont des éditeurs beaucoup plus petits que nous. Donc, à un moment donné, il faut se dire les choses. Si on a voulu que le pluralisme et la démocratie, via sa presse d'information de qualité, survivent au XXe siècle, il va falloir qu'on puisse s'en donner les moyens. Et en effet, comme on l'a tous dit, et Louis Dreyfus le premier, il faut en effet qu'on soit aidé et accompagné dans cette bataille dont on a vu dans d'autres pays, à commencer par les États-Unis, qu'elle détruisait une partie en fait de l'œuvre démocratique si le journalisme disparaît et l'information disparaît. Je m'emporte. Mais il y a pour moi un dérèglement médiatique en même temps qu'un dérèglement climatique qu'on évoque. Vraiment, en ce moment, on est très préoccupé. Il y a bien sûr des sujets immédiatement conjoncturels, mais sur le fond, il y a un dérèglement médiatique qui est extrêmement préoccupant pour nos démocraties. Et donc, il faut, Pierre Louette, qu'il y ait de grands groupes derrière, justement, ces groupes de presse. C'est LVMH, donc le groupe qui possède Les Échos, Le Parisien aujourd'hui. Il faut qu'il y ait de grands groupes financièrement puissants pour accompagner la presse. On a compris, ça coûte cher, les journalistes, et une information de qualité. Les journalistes, ça coûte cher, pas tant que ça, mais c'est difficile de parler après Soisic parce que là, elle a mis la barre assez haut en termes d'engagement, de colère légitime. En plus, moi, j'étais dans les télécoms avant. On a beaucoup résorbé les zones blanches. Il en reste un tout petit peu, mais c'est vrai que tu m'emmèneras. Non, je sais, j'en connais quelques-unes. Chacun a sa zone blanche au fond. Non, mais peut-être pour répondre plus directement à la question. Oui, alors. On est dans une maison ici qui est financée par l'État. En fait, le grand intervenant milliardaire dans l'audiovisuel, c'est l'État quand même. 4,5 milliards d'audiovisuel public. Donc c'est une vraie intervention de la collectivité publique, de vous, enfin toutes celles et ceux qui paient déjà, peut-être certaines pas encore des impôts, mais ça contribue à financer l'ensemble de ces activités-là. Et c'est très bien. Il y a d'autres pays dans lesquels l'audiovisuel public est très très maltraité, et puis d'autres dans lesquels il est très contrôlé. Ici, on est entre les deux, et je trouve que c'est pas mal. Après, il y a des groupes industriels qui effectivement font le choix de soutenir des journaux. Quand je dis soutenir, c'est qu'il s'agit, dans tous les groupes dont on parle ici, franchement, il s'agit de soutenir une transformation longue. On parlait, il y a déjà 10 ans ou 15 ans, de la transformation numérique. Je pense que dans 10 ans, on continuera à en parler. Chez Soisic, elle continuera certainement, parce que
on a toujours besoin de ce fameux papier qu'on aime bien par ailleurs, et qui est celui qui finance la transformation numérique. C'est quand même le papier, je pense que dans le groupe Le Monde, Télérama doit contribuer à financer la transformation numérique du groupe en général. Et c'est formidable. Heureusement qu'il y a différentes segmentations. On en parlait avec Sybille ce matin, Sybille Veil. La radio, elle a 100 ans, elle a vu arriver plein de nouveaux médias, elle est toujours là. Le papier, il y aura toujours une place pour le papier aussi. Elle sera peut-être plus petite, elle sera peut-être différente, mais... Donc on a une superposition, et pour accompagner ces transformations longues, il vaut mieux avoir des actionnaires solides. Voilà. Donc moi je suis toujours de ceux qui disent tant mieux si ça les intéresse, tant mieux s'ils sont prêts à accompagner, là comme ils l'ont fait d'ailleurs dans d'autres domaines, y compris dans le domaine des marques de luxe. Il y a une tradition d'accompagner. Céline aujourd'hui est en haut de l'affiche, ça fait 20 ans qu'ils sont sur le chemin. Voilà. Maintenant ça marche bien. Donc il y a des transformations longues. Si on n'avait que des actionnaires très furtifs, fugaces ou volatiles, ça ne serait pas possible de les mener. Et s'il n'y avait plus d'actionnaires privés qui soutenaient la presse, on aurait un énorme secteur public et il n'y aurait plus personne, ou quasiment. Ou éventuellement des systèmes associatifs qui sont vachement bien d'ailleurs, mais qui ne peuvent pas financer forcément des transformations aussi profondes. Voilà, donc chacun a sa place, il y a une régulation globale. Nathalie était au CSA, devenue l'ARCOM, je crois, maintenant elle faisait partie de cette régulation, il y a d'autres régulateurs. Moi, je voudrais juste rajouter un mot sur ce qui a été dit, sur l'intervention de l'État. Louis l'a mentionné tout de suite, et on est tous d'accord pour dire que dans le domaine, par exemple, de la crise du papier, la mise en place d'un bouclier papier, qui peut-être est en train de se dessiner, ça correspond exactement à ce qui est fait dans d'autres secteurs, importants aussi, l'agriculture. Quand il y a un intrant dans une industrie qui voit son prix doubler, on apporte une aide, parce qu'on se dit, sinon, les producteurs auront du mal à le faire. Et là, c'est tout à fait vrai. On a ici un panel de gens qui sont dans plutôt des grands groupes, des groupes bien gérés, mais on a aussi des petites maisons dans la presse hebdomadaire régionale que certains connaissent certainement ici. Et on a déjà un premier exemple d'un titre qui a dit « Moi, je vais arrêter de publier un papier, je ne peux plus ». Donc, ils vont aller online et ça sera... Bon, nous, on est sur tous ces médias-là, on a tous ces médias qui se complètent. Et effectivement, on a besoin d'avoir cette gestion du temps et une intervention de l'État qui soit ciblée. Elle a évolué en bien. On a maintenant des guichets d'aide à des projets de modernisation technologique qui sont ouverts à toutes les familles de presse et aussi aux pure players en ligne. Et c'est très bien, ça va dans le bon sens. Cette intervention ciblée, elle est de celles qui soutiennent ce qui a été dit, c'est-à-dire ce lien entre existence de journaux et propension à voter. Pas de journal local, plus de propension à voter. Aux États-Unis, on n'a pas l'impression que ce soit la démocratie la mieux portante du moment. C'est exactement ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Puisque moi, je pose beaucoup de questions, mais vous pouvez également en poser. Vous n'avez pas tous ces patrons de presse devant vous tous les jours à disposition, donc n'hésitez pas. Moi, je me demande du coup, pour les médias qui n'ont pas de gros actionnaires, comment eux, ils vont faire, en fait? Parce que Le Monde réussit brillamment sa transition, effectivement. Le Figaro aussi, Le Parisien est lancé. Mais eux, ils ont des actionnaires qui sont prêts à perdre des millions. Pour tous les médias qui n'ont pas ces actionnaires-là, qui sont prêts à perdre ces millions-là, comment ils vont faire leur transition numérique? C'est la question que je me pose. Non, mais c'est une vraie question parce que y a deux questions là-dessus. À mon avis, il y a une question de concentration du marché. Si vous regardez les démocraties occidentales, si on se dit tous que c'est l'abonnement numérique qui va faire le modèle économique de nos groupes, dans la réalité, c'est un marché pour 2 ou 3 acteurs, guère plus. Donc on voit bien qu'il y a une limite. La presse hebdomadaire cherche un modèle sur le numérique, elle ne le trouve pas. Donc vous avez tout à fait raison. Il y a une vraie question, c'est comment on arrive à ce que l'État accompagne peut-être plus et mieux les groupes qui ne sont pas adossés à des investisseurs qui sont puissants ou à des... Après, c'est très compliqué de définir qu'est-ce qu'est un investisseur puissant, qu'est-ce qu'est un groupe, qu'est-ce qu'est une petite structure, mais il y a cette question-là. C'est-à-dire que si l'État veut intervenir pour maintenir ou protéger la diversité des médias, et à mon avis c'est très important, il faut qu'il trouve une stratégie qui permette de différencier son soutien. Ce ne sera pas forcément au bénéfice de mon groupe, mais je pense que c'est quelque chose d'important démocratiquement. Parce que si on reste sur des modèles qui sont des modèles quasi associatifs, qui se font par levée de fonds, je pense à nos confrères des Jours, c'est un très beau média, mais c'est des tout petites équipes, et on ne peut pas considérer que le paysage médiatique peut... la diversité du paysage médiatique peut dépendre seulement de telles structures. L'autre contradiction auquel on fait face aujourd'hui, si on dit que l'abonnement numérique est notre avenir,
on prend le risque de perdre une partie de l'audience des Français. Et ce que Soisig disait tout à l'heure sur la nécessité de parler à l'ensemble des Français, c'est vrai que c'est un risque pour nous de nous concentrer sur des lecteurs ou des internautes ou des mobiles qui ont du pouvoir d'achat. Donc nous, aujourd'hui, par exemple, on travaille beaucoup dans le groupe Le Monde sur les jeunes publics à travers TikTok, à travers Snapchat. C'est des modèles d'investissement. Donc là aussi, il faut avoir un modèle économique ou des actionnaires qui permettent de financer ça. Mais on sait qu'on touche beaucoup de jeunes qui, 2 ou 3 ans après, s'abonnent au numérique. Nous, on a vu l'âge de l'abonné numérique baisser drastiquement. On a la moitié de nos abonnés numériques l'an dernier, de nouveaux abonnés numériques qui avaient moins de 30 ans, grâce à ça. Mais là aussi, ça demande une puissance d'investissement. Donc, et là aussi, l'État, aujourd'hui, les pouvoirs publics sont absents. C'est-à-dire, si moi, je veux m'acheter une rotative pour créer une imprimerie, ce qui serait aberrant économiquement, l'État m'apporte un soutien financier très important. Si je lui dis je veux être plus et mieux présent sur TikTok, sur YouTube et sur Snapchat, l'État est absent. Et donc là aussi, on revient à ce que disait Pierre, il y a quelque chose à repenser, et pour nous, comme pour l'ensemble du secteur, c'est où sont les pouvoirs publics quand on parle de diversité de la presse, de pluralité de la presse et de nouveaux modèles économiques. Aujourd'hui, ils sont nulle part. Vous vouliez rajouter quelque chose? Non, c'était juste un micro-mot sur les abonnés, c'est pour partager avec la salle. Ce que dit Louis est très exact et très juste. Dans le monde des abonnés, on est en concurrence avec tout le monde. En fait, il faut avoir une vision holistique. On est en concurrence avec Netflix, on est en concurrence avec Amazon Prime. En réalité, la question est de savoir combien d'abonnements un foyer pourra souscrire. Et donc, alors on sait bien que dans la télévision payante, il y en a éventuellement un et puis peut-être un deuxième, un journal, comme tu disais. Voilà, mais après, ça fait toute l'économie est devenue une économie par abonnement. Et nous, on est parmi ces abonnements. Et d'ailleurs, là aussi, c'est toujours cette exhortation à élever son niveau de jeu. Il faut que le parcours client, le parcours online de recrutement et le parcours de rétention, il soit à la hauteur, avec une informatique fonctionnelle, voilà, exactement à la hauteur de ce que les nouveaux acteurs ont mis en place. Donc en fait, à tout point de vue, toute ce cycle-là a changé. Juste Marc Feuillet, directeur général du Figaro. Aujourd'hui, dans le financement du groupe, vous avez tout à l'heure parlé de la diversification des activités. Ça finance aujourd'hui une partie justement de... Oui, c'est effectivement, ça a toujours été au cœur de notre projet. Il faut savoir que le quotidien lui-même, dans sa version papier, ne représente que moins de 20% du chiffre d'affaires du groupe. Le chiffre d'affaires de la marque Figaro, c'est plus du double du chiffre d'affaires du quotidien à travers son site internet, ses magazines, sa diversification. Donc ça, c'est effectivement le rôle des dirigeants de presse que de faire, comme font d'ailleurs tous les groupes, toutes les entreprises, de décliner leurs activités et de diversifier leurs sources de revenus. Donc il y a effectivement ce chemin qui doit être pris. On parlait tout à l'heure des confrères étrangers, ils poursuivent aussi cet objectif en se diversifiant pour pouvoir participer au financement de ce qui est forcément plus coûteux et forcément moins rentable, qui est l'information. Et en plus, l'information quotidienne, dont vous savez qu'elle se périme beaucoup. Peut-être 2 réflexions pour poursuivre. Ce qui a été dit là par mes confrères est très vrai. Il y a la nécessité d'avoir un grand débat et une vision de la part des pouvoirs publics sur le financement de cette information de qualité. On observe que partout en Europe, et maintenant même beaucoup aux États-Unis, on vient de parler de la presse locale aux États-Unis, il y a cette réflexion sur la régulation, l'organisation et le soutien à apporter sur le financement de l'information. Et puis tout à l'heure, on a parlé évidemment des investissements publics, de l'audiovisuel public, enfin des actions que l'État mène. Ça aussi, c'est un débat et qu'il faut avoir jusqu'où peut aller le financement d'une information financée par les fonds publics. Alors évidemment, il y a les chaînes de télévision et les radios publiques qui ont d'ailleurs des très beaux succès d'audience, mais il faut savoir que par exemple pour le Figaro, le plus gros concurrent, c'est France Info. France Info sur Internet, sur son offre digitale, qui est une offre de qualité, qui bénéficie de plus en plus de moyens,
qui est 100% gratuite, au moment où nous, évidemment, on doit avoir une offre qui est à la fois payante et à la fois gratuite. Et donc, il y a probablement ce débat à avoir sur les moyens et jusqu'où va l'effort public qui, finalement, concurrence nos propres journaux. Et c'est pour ça que je reboucle sur la vision que doit avoir à un moment donné l'État sur le financement de l'information, c'est qu'on sent qu'il y a des contradictions. Louis parlait tout à l'heure du financement d'une rotative, mais l'absence totale de financement d'une offre éditoriale sur les réseaux sociaux, ça c'est un symbole, mais il y a aussi le fait de laisser beaucoup de moyens au service public pour produire une information écrite de qualité qui vient concurrencer nos rédactions et nos journaux. Il y a ce débat qui existe, vous le savez, à l'étranger, en Grande-Bretagne, très fortement, en Belgique, bien sûr, en Suisse, en Allemagne, et donc peut-être qu'il est temps d'avoir aussi ce débat. Est-ce que je peux donner le mot de la fin à Nathalie Sonac pour boucler la boucle sur l'équilibre précaire à trouver entre voilà, cette ligne de crête entre quel est l'équilibre à trouver entre les financements publics, les groupes financiers solides, industriels parfois, pour subventionner donc une presse de qualité? En tout cas, ce qu'on entend bien, et je rebondis sur le mot de Soisig, sur ce dérèglement médiatique, ce qu'on entend aussi, c'est l'urgence politique. Il y a une véritable urgence politique pour que nous continuions à avoir une information de qualité. On voit bien qu'on a une concurrence très forte, non pas simplement avec les plateformes, mais aussi, en fait, l'écrit fait concurrence à la vidéo, fait concurrence au texte. C'est ce que permet justement Internet, et c'est ce qui rend ce média absolument fort, puissant. Mais dans le même temps, il y a une déstructuration et une perte de valeur, et surtout une très grande inquiétude, une fois encore, d'un point de vue démocratique, c'est-à-dire que si les modèles économiques sont par terre, on a un vacillement démocratique. Et le lien d'une information de qualité avec, justement, la démocratie, ce lien-là, il est par contre évident. Donc il faut absolument repenser les aides de l'État et ne plus penser, en tout cas, ce qui est certain, c'est de penser en silo. On ne peut pas penser la presse indépendamment, presse privée indépendante de l'information politique et publique, pardon, et on ne peut pas penser les médias audiovisuels sans penser les médias écrits. Il faut remettre à plat totalement le modèle des aides de l'État et à la presse, mais en même temps, finalement, repenser la réglementation des médias. Mais je crois qu'il y avait les états généraux de l'information sur la table, non? Absolument. Tonnerre d'applaudissements pour les participants de cette table ronde.